Bon, j'ai vu qu'il existait différents types de résistance, je veux dire, en valeur ohmique, qui est, où vous pouvez choisir sa valeur de sa résistance électronique, qui est l'échelle, enfin, comment on appelle ça, la série standard E12, la série standard E24 et la série standard E96. La série standard E12, on pouvait choisir parmi 12 valeurs de résistance standardisées. La série E24, normalement, j'en avais trouvé 23, peut-être il y a peut-être 24 résistances possibles où on peut choisir sa résistance standardisée. Et la série E96, j'ai trouvé 93 résistances, mais il y a peut-être 96 résistances où on peut choisir, je veux dire, par rapport à une panoplie de résistance standardisée. Maintenant, pour ce qui est des résistances non standardisées et que le client a besoin, à ce moment-là, il doit faire une demande et voir si c'est possible de créer cette résistance qui est hors standard. Bon, la puissance calorifique fournie par une résistance est donnée par la formule de la loi de Joule, P est égal à R carré, Joule, ce même Joule qui a découvert l'équivalent mécanique calorifique, avec son expérience de Joule qui est l'expérience d'un poids qui monte d'une certaine hauteur et qui va mesurer la chaleur au travers d'un calorimètre. Ici, c'est un peu la même chose, mais à la place d'avoir un montage mécanique, on a un circuit électrique composé d'une ou de plusieurs résistances, et on sait bien que la puissance dissipée par un circuit électrique composé d'une résistance vaut P est égal à R carré, où la puissance se mesure en watts, la résistance en ohms et le courant en ampères. Ici on a des ampères carrés. L'ampère carré fois des ohms fait des watts. Bon, on peut voir aussi la chose comme ceci, comme R carré vaut RI fois I, ce qui fait RI fois I, ce qui fait U fois I. Donc la puissance est aussi la tension fois le courant. Attention qu'ici je parle en DC, direct current, c'est-à-dire en courant continu. Je suis en courant continu, pas en courant alternatif. Que le courant alternatif, il y a des sinusoïdes qui interviennent, donc là, il y a une puissance active, réactive. Voilà, je ne suis pas en courant alternatif, mais courant continu. Voilà, donc c'est U fois I. Maintenant, la puissance vaut aussi R fois I, et I vaut aussi U sur I. R carré, R fois I, R fois I fois I, ça il est fait. R carré, là j'ai tension et courant. Voilà, là je peux avoir tension, U et I c'est U sur R, U carré sur R c'est aussi U carré sur R. Voilà. Trois formes, là c'est en fonction de la tension et de la résistance, là en fonction de la tension du courant, et là en fonction de la résistance et du courant. Là c'est trois formes de puissance que je peux calculer suivant trois formules différentes qui reflètent tous les trois les lois de la loi de Joule, qui est une dissipation calorifique. Bon, la dissipation, on la recherche parfois, mais parfois on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Je rappelle que la dissipation, par exemple, si je prends un lave-linge, je vais mettre une résistance de dissipation élevée pour avoir un chauffage de l'eau à une certaine température. Donc je vais mettre une résistance un peu spéciale, assez grosse, qui n'a rien à voir avec la résistance qu'on utilise en électronique. Voilà. Là aussi, il y aura une dissipation, parce que dès le moment où je vous ai dit il y a une résistance, fatalement, plus le courant de passage sera important, plus la puissance sera importante. Puisque la puissance est égale au carré du courant qui va traverser la résistance. Mais le problème, c'est que la résistance va dissiper de la chaleur qui, au-delà d'un certain seuil, la résistance va se détruire. Donc il y aura un phénomène destructif si on surpasse la valeur wattée de la résistance, c'est-à-dire la puissance de seuil maximal de dissipation. Si elle dissipe plus que
de chaleur qu'elle n'est capable de dissiper, ben, elle va se détruire. Et c'est comme ça qu'on va avoir la destruction d'une résistance et qu'on va mesurer une résistance qui ne fait plus son effet, c'est-à-dire qui n'a plus sa valeur ohmique. Qui n'a plus sa valeur ohmique, soit elle a claqué complètement, c'est ce qu'on appelle claquer. Claquer, ça veut dire qu'on ne sait plus lire sa résistance complètement, ou qu'elle a perdu sa valeur de résistance. Ça dépend comment elle est atteinte au niveau dissipation. S'il y a eu une forte dissipation qu'elle a été détruite, eh bien, je veux dire, on mesurera l'infini au niveau de l'ohmmètre. Donc la résistance est claquée. On dirait que la résistance est claquée, mais en fait elle a brûlé, elle ne fait plus son effet. Elle n'a plus, elle n'est plus, elle ne joue plus le rôle pour ce qu'elle a été conçue, c'est-à-dire donner une certaine valeur ohmique, puisqu'elle elle a perdu complètement sa valeur ohmique, puisqu'elle a été complètement bousillée, elle était brûlée, elle était détruite, voilà, elle a subi un effet destructif. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand vous faites passer un courant? Dès lors que vous faites passer un courant électrique au travers d'une tension, la fourniture d'une tension électrique au travers d'un circuit électrique fermé, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va provoquer une élévation de la température de la résistance, parce qu'elle va subir un effet calorifique du fait du passage du courant. Et plus le courant est important, plus l'effet calorifique est important. Et si on dépasse le seuil de la puissance de la résistance, ben la résistance va brûler. Et il en est de même pour tous les composants électroniques. Si vous dépassez la puissance dissipative du composant électronique, que ce soit un semi-conducteur tel qu'un diode, une diode Zener, ou je veux dire un transistor, ben, vous allez finir par la détruire. Bon, le processus de destruction se fait par le passage de gros courants et donc fatalement des effets dissipatifs qui vont dépasser le seuil maximal de puissance maximale du composant, qui va faire en sorte qu'il va se détruire. Donc quel qu'il soit le composant électronique, si vous dépassez ces aptitudes, je veux dire, calorifiques. Bon, je rappelle que certains composants tels que des transistors de puissance, voilà, sont montés sur des refroidisseurs et qui permettent ces refroidisseurs d'évacuer cette chaleur. Ce sont des refroidisseurs en aluminium et qui permettent, je veux dire, d'évacuer au travers de la surface de l'aluminium cette chaleur. Mais pour autant il faut ouvrir le système électronique par un boîtier avec soit des petits points pour évacuer cette chaleur, ou des lignes pour évacuer cette chaleur, ou des points et des lignes pour évacuer cette chaleur. Donc on ouvre le système électronique pour évacuer la chaleur. C'est pour ça que dans les anciens téléviseurs, par exemple, qu'est-ce qu'on mettait? On mettait, je veux dire, des lignes ici pour évacuer cette chaleur qui était, conséquente dans son enceinte. Donc il fallait évacuer. Donc certaines personnes mettaient un drap, c'était pas bon. Pour mettre un pot de fleurs, par exemple, voilà, c'était pas bon parce que il refermait le téléviseur, il y avait un échauffement plus conséquent. Bon, s'il laissait des trous, c'est qu'il fallait laisser à l'air libre pour les laisser évacuer. Et plus on met près d'un carreau, mieux c'est. Comme ça, on ouvre le carreau, on a l'évacuation de la chaleur. Bon, sachez qu'il existe aussi des systèmes de ventilation qu'on retrouve par ventilateur, mais associés bien sûr à des refroidisseurs. Et donc, ces ventilateurs, qu'on appelle ventilos, des petits ventilateurs qui vont tourner et, je veux dire, brasser l'air pour essayer d'évacuer. Et bien sûr, il faut toujours une sortie, comme je vous l'ai dit, avec des points ou des trous ou des lignes ou des semi-trous ou des semi-points ou des trous mélangés avec des points, etc. Peu importe. Voilà, donc ici, tout ça pour vous dire que la chaleur doit être évacuée, que toute électronique provoque, je veux dire, de la chaleur. Et plus on a des systèmes électroniques à assembler, et plus il faut évacuer cette chaleur-là. Et ça crée énormément, je veux dire, de chaleur qu'il faut évacuer. Parce que un des principaux soucis des systèmes électroniques, c'est la chaleur à évacuer. Bon, c'est pour ça qu'on a souvent des refroidisseurs, des ventilateurs, etc., etc. Comme dans une voiture, il y a des échauffements. Parce qu'on a la transformation d'énergie électrique en énergie calorifique, tout comme dans une voiture, on a la transformation d'énergie mécanique en énergie calorifique, et donc cette évacuation de chaleur se fait par un système de refroidissement dans les voitures, via un radiateur. Donc un échangeur de, si vous voulez, eau, puisqu'il y a dans le radiateur c'est de l'eau qui passe, enfin quoique c'est pas forcément de l'eau, ça peut être un produit chimique pour éviter que le moteur se rouille, etc., etc. On mettra des produits chimiques.
évacuation de la chaleur par un système d'échangeur à eau-air, puisque c'est l'air qui va, l'air de circulation au travers des ailettes, au niveau du pare, enfin de l'entrée avant du moteur, de la face avant du moteur, vous avez des ailettes qui font qu'on a un brassage d'air, et donc ça va passer par le système de refroidissement qui va faire un échangeur RO. Voilà, donc dans tout système qui travaille, ben, on a une puissance. Donc là, on a une puissance électrique. Et donc le problème, c'est que les composants électriques ne doivent pas chauffer, notamment ici la résistance ne doit pas chauffer. Mais le problème, c'est que cette puissance calorifique va provoquer une élévation de température. Hein, d'office, qui dit chaleur dit température de la résistance. Et pour que ce chauffement ne soit pas, si vous voulez, destructif, il faut que la résistance puisse dissiper, on va dire, cette chaleur. Bon. Alors, quand on regarde bien de près une résistance, si je vais la dessiner comme ça en grand, j'ai ceci. Voilà, ici j'ai un grand diamètre. Là j'ai un grand diamètre. Là on a des pattes, hein, les pattes qui vont venir se souder avec de l'étain sur la plaquette électronique qui a été conçue pour que on ait des pistes conductrices et que la résistance ait sa place dans le montage électronique. Tout a été dessiné, bien sûr, planifié, projeté au départ pour, je veux dire, mettre tous les composants à leur place dans une structure qui fait office de circuit de conducteur en fonction d'un montage dessiné. Hein, voilà. Vous dessinez un montage, et le montage, après, vous le montez. Vous montez, parce qu'en fait, ce qui est dessiné, c'est le projet, et puis après, le projet, vous passez à la phase projet. La phase projet, c'est la mise en application, je veux dire, du circuit. C'est la phase montage circuit. Phase montage circuit, et il faut faire placer la plaque voilà, dans des bains spécifiques chimiques pour que certaines pistes soient conductrices et avoir des emplacements pour les composants quand on va venir les placer, puis souder les composants et couper leurs pattes. Mais généralement, les pattes, le transistor a des pattes, 3 pattes pour le transistor, la diode 2 pattes, diode Zener 2 pattes, la résistance 2 pattes, condensateur 2 pattes. Voilà, vous avez des composants à 2, parfois à 3 pattes, et voilà, parfois à 4 pattes, voilà, ça dépend. Et la résistance, il faudra couper parce que les pattes sont. Mais le problème n'est pas là. Ici, on a un certain diamètre. Là, un diamètre D et un petit diamètre D. Voilà. Et donc, cette puissance dissipative va dépendre de quoi? De ce fameux diamètre grand D. Normalement, si je peux calculer sous forme d'un cylindre, hein, la forme d'un cylindre. Le volume est un cylindre. Et la puissance dissipée par rapport au cylindre. Et ici, comme on a un petit, elle se présente comme ceci, avec un diamètre et un petit diamètre. Bon, c'est pas tout à fait comme un vrai cylindre, voilà. Et là, j'ai une certaine longueur. Bon, et donc, la dissipation de chaleur va dépendre principalement de la surface de contact qui existe entre la résistance et, bien sûr, vous comprendrez, son environnement extérieur qui est l'air ambiant, parce qu'on dissipe la chaleur dans l'air ambiant pour autant qu'on est je veux dire, sur Terre, parce que si on est dans une navette spatiale, je veux dire, il faut dissiper la chaleur voilà, autrement, parce qu'il n'y a plus d'air, là, on n'est plus dans l'atmosphère, on n'est plus dans l'air ambiant. Voilà, donc, mais généralement, les composants, il faut les dissiper sur Terre à travers de l'air ambiant. C'est l'air ambiant qui va se réchauffer. On rejette, si vous voulez, on rejette cette chaleur-là ou dans l'air ambiant. C'est l'air ambiant qui se réchauffe. Et c'est ça qui est pas bon, parce qu'on a un effet naturel d'effet de serre dans l'atmosphère, parce que l'effet de serre, c'est tout à fait naturel. L'effet de serre a ses fonctions bien précises. Hein. Si maintenant, il y a trop de chaleur, là, on a un déséquilibre. C'est le trop qui est en déséquilibre. L'effet de serre est tout à fait naturel, mais la couche, l'ozone, c'est tout à fait naturel, mais trop d'ozone, c'est voilà, un déséquilibre. Le problème, c'est la chimie de la Terre a sa propre chimie avec ses équilibres. Bon, le trop, c'est comme à une prise de sang. Si vous faites une prise de sang, si vous êtes dans une gamme, c'est bon. Voilà, mais si vous êtes hors gamme, ben vous êtes hors équilibre. Voilà, et c'est la Terre, c'est pareil. Si vous faites de trop, c'est pas bon.
Voilà, mais l'effet de serre, c'est tout à fait normal, et l'ozone, c'est tout à fait normal, mais s'il y a trop d'ozone, c'est pas normal, et s'il y a trop d'effet de serre, c'est pas normal non plus. Donc, on rejette tout ce qui est chaud, tout ce qui est usine qui chauffe et qui envoie ses fumées vers l'extérieur. Ben, à la fin, c'est pas bon, parce que ça déséquilibre le système, voilà, le système de réchauffement climatique, je veux dire, euh, système de réchauffement climatique, et je veux dire, déséquilibré. Mais il y a un système de réchauffement climatique normal, qui est l'effet de serre, qui est tout à fait naturel. L'effet de serre, c'est quelque chose de naturel. Mais trop d'effet de serre, c'est pas bon, c'est ça. Donc trop de fumée qui partent des usines, c'est pas bon non plus. Bon, ceci étant dit, la puissance va être dissipée par le composant qui est la résistance. Mais cette puissance-là va dépendre du volume. Et je dirais même plus du grand diamètre et de la longueur, bien que ce n'est pas un cylindre pur. Voilà. Parce qu'en fait, cette dissipation va dépendre principalement de la surface de contact qui existe entre la résistance, si vous voulez, et l'air ambiant. Mais ici, c'est-à-dire le volume. En gros, le volume. Mais bon, ici, j'ai pas pris qu'un cylindre, comme la résistance est comme ceci, avec un grand diamètre et un petit diamètre. Mais je prends, la puissance va dépendre de grand D et grand L. Grand D et grand L, si vous voulez. Donc, une des caractéristiques, si vous voulez, importantes d'une résistance sera donc son pouvoir, si vous voulez, de dissipation, ou plus communément sa puissance, si vous voulez. Bon, les valeurs de puissance, je voulais vous les mettre dans quelques instants, mais simplement, je vais voir par rapport à ce que je viens d'expliquer, la puissance en fonction de grand D et L. Vous voyez que plus la résistance est grande, et plus volumineuse, plus elle va dissiper. Regardez, si je prends une résistance de 1 quart de watt, un demi-watt, je m'excuse, un demi-watt, mais j'ai un grand D qui fait 3 et 8,5 pour la longueur en millimètres. 3 mm et 8,5. Donc vous pouvez, en gros, ça fait un cylindre de, là c'est le diamètre, le cylindre c'est pi r carré fois h. Mais ici h, c'est pas h, mais c'est grand L. Voilà, pi r carré. Mais pi r carré, ici on n'a pas le diamètre, puisqu'on a, on n'a pas le rayon, mais on a le diamètre. Donc c'est pi d carré sur 4. Hein, pi d carré sur 4 fois L. Donc vous faites pi sur 4 fois le carré de d carré fois L, vous avez le volume. Là vous avez le volume qui est considéré comme un cylindre. Parfait. Mais en fait, n'oubliez pas qu'il y a, je veux dire, c'est pas un vrai cylindre. En gros, c'est ça. C'est pas un vrai cylindre parce qu'ici, il y a un petit diamètre, petit d. Voilà, on a un petit d. Voilà, mais en gros, c'est ça. Mais vous voyez que plus la puissance augmente de dissipation, et plus, je veux dire, il faut une résistance. Il faut concevoir une résistance plus volumineuse. C'est-à-dire ici, on va prendre 8,5 pour un demi-watt, mais 18 pour un watt. Et 31,7 pour 2 watts. Donc la longueur, vous voyez, elle varie ici. Et en plus, le diamètre varie aussi. De 1 demi-watt, c'est 3. Là, on passe à 6. Et de 1 à 2 watts, on passe de 6 à 9. Donc vous voyez que plus la résistance va être, je veux dire, dissipative en puissance, c'est-à-dire qu'elle pourra laisser passer un plus gros courant dans sa résistance. Et je vais vous montrer comment on calcule cette résistance, ce courant. Je vais vous montrer comment on calcule ce courant. Ce courant maximum, parce que si c'est une puissance maximale, hein, bon, on peut aller, je veux dire, il y a une tolérance, on peut passer un peu, c'est pas parce qu'on va surpasser un peu plus cette puissance-là qu'elle va brûler. Hein. Vous comprendrez qu'elle va brûler si on dépasse un certain quota de puissance. Là, elle est donnée pour qu'elle ne soit pas trop, on va dire, sous contrainte. 0,5, si vous avez un peu plus, légèrement un peu plus, c'est pas grave. Mais ça voudrait dire qu'elle doit, si vous mettez un peu plus, elle ne doit pas rester comme ça longtemps. Vous devez la faire fonctionner moins. Voilà. Parce qu'elle va s'échauffer un peu plus. Mais donc l'échauffement un peu plus, c'est un petit peu une contrainte pour le composant. Mais maintenant, si vous dépassez un certain seuil, vraiment au-delà de 0,50, là, elle va claquer. Là, elle ne va plus jouer office de résistance, puisque en fait, vous allez avoir un circuit ouvert.
Donc vous allez mesurer au multimètre l'infini. Voilà. Donc ici, maintenant je vais vous mettre les valeurs de puissance existantes. C'est très simple à savoir parce que quand vous avez choisi votre valeur de résistance, hein, dans les séries E12, E24, E96, il faut encore choisir sa puissance. Bon, les principales puissances, valeurs de puissance sont un quart de watt, c'est-à-dire 0,25 watts. Il y a un quart de watt et un demi-watt. Il existe 1 watt, 2 watts et l'étape par 5, c'est-à-dire 5 watts, 10 watts, 15 watts, 20 watts, 25 watts. Alors, pour ce qui est des plus grandes puissances, il y a 40 watts, 60 watts, 40 plus 60, ça fait 100 watts. Il existe le 100 watts. Voilà, ça c'est les puissances qui existent, je veux dire, quand vous utilisez des, comment on appelle ça, puissance que vous achetez des résistances. Vous devez acheter une résistance, et soit vous achetez un quart de watt ou un demi-watt. Bon, vous comprendrez qu'il y a plus de courant qui peut passer sur une demi-watt que sur un quart de watt. Il y a plus de puissance pour une même valeur de résistance, plus de puissance, plus de courant qui peut passer sur 10 watts que sur 5 watts. Plus de courant qui peut passer sur 15 watts que sur 10 watts. Voilà, etc., etc. Donc vous choisirez la puissance en fonction du courant qui va passer dans la résistance. C'est ça que je veux dire par là. D'ailleurs, je vais faire un petit calcul. Je vais faire un petit calcul maintenant. Donc, on va utiliser la formule de la watt-joule. Il n'y a rien de... mais en utilisant le courant. Donc, on va utiliser la formule P est égal à RI carré. Voilà. Alors, supposons que j'utilise une résistance de la série E12. Série E12 de 27 ohms. 27 ohms. Voilà, 27 ohms. Alors, je vais fixer le courant. Si le courant I vaut 170 mA, je vais chercher la valeur de la puissance dissipée, voilà, par la résistance. Donc P dissipé par la résistance. Alors, comme je vous l'ai dit, on va utiliser la formule de joule. P est égal à R carré. Bon, alors, le 27 ohms, je connais, puisque c'est la résistance, valeur de ma résistance. Le courant, je connais, puisque c'est 170 mA. 170, c'est 170 fois 10 moins 3 au carré. Et là, je calcule la puissance. Voilà. Alors, je vais faire mon calcul. 170 fois 10 exposant moins 3. Je vais remettre des parenthèses. 170 fois 10 exposant moins 3 que je vais mettre au carré. Voilà, fois 27. Voilà, j'ai une puissance de dissipation de 0,78 watts. 0,78 watts. Bon, alors, laquelle puissance prendre? Mais je vais prendre la puissance juste au-dessus. Hein. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre un quart de watt qui fait 0,75 watts, ni un demi-watt parce que c'est encore moins que ça, hein, c'est 0,5. Je ne vais pas prendre 2 parce que c'est trop grand. Je vais prendre 1 watt. 1 watt, c'est bon. Bon, le but, c'est pas aussi de mettre des grandes... Je peux mettre une grande résistance de 10 watts, c'est pas un problème, il va supporter le... Voilà, c'est pas un problème, mais bon, le volume, il va devenir plus grand et c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Disons qu'avec 1 watt, c'est bon. Si vous mettez 1 watt, c'est bon. Et si vous mettez 2 watts, c'est bon aussi, hein. Mais bon, 1 watt, c'est plus proche de 0,78 watts. Voilà. Et plus vous mettez, vous le protégez, plus vous mettez des grosses puissances, plus vous allez protéger, ça d'office, hein. Vous mettez 2 watts, c'est aussi bon. Hein. Ah, c'est aussi bon, 2 watts, il n'y a pas de problème. Mais 1 watt, c'est celui qui se retrouve juste au-dessus de 0,78. Ça suffit, 1 watt, ça suffit. Pas besoin de mettre
Voilà, si vous avez besoin d'une voiture avec 4 roues pour aller travailler, ben, vous n'avez pas besoin d'une Ferrari. Ferrari, voilà, c'est ça que je veux dire par là. Il n'y a pas besoin de mettre une 10 watts, alors que bon, avec 1 watt, ça suffit. Il faut aller chercher la puissance juste au-dessus. 1 watt, c'est bon. Si vous mettez 2 watts, c'est aussi bon. C'est pas un problème. Si vous mettez 2 watts, bien sûr, vous comprendrez que le volume il est un peu plus grand. Là, si vous mettez 1 watt, ben, vous allez avoir un diamètre de 6 mm et une longueur de 18 mm. Si vous mettez 2 watts, ben, vous allez avoir une longueur de 9 mm, un diamètre de 9 mm et une longueur de 31,7. C'est déjà plus encombrant pour le circuit. Hein. Voilà. 2 watts est déjà plus encombrant dans le circuit. Alors que si vous prenez 1 watt, c'est moins encombrant si vous voulez. Et 1 watt, c'est bon. Parce qu'en fait, il va supporter les 0,78 watts. Et vous avez même encore une marge. Hein. Il y a encore une marge entre 0,78 et 1 watt. Il reste encore 0,78. Mais il reste encore 0,22 watts de marge. Ce qui est très bon. Hein. Il y a une marge de 0,22 watts. Donc, mais ce qui est censé circuler dans le circuit va être à 0,78 watts. Hein. Donc on n'aura pas plus. Voilà. Voilà, je vous remercie.